Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui. En fait, c'est un plaisir tout particulier pour moi, puisque en tant que muséologue, d'habitude, je suis plus habituée à parler de l'interprétation de la bande dessinée par le musée, et cette organisation, cette occasion aujourd'hui est vraiment toute particulière, puisque je vais pouvoir vraiment me concentrer et vous partager mes recherches, mes débuts de recherche sur l'interprétation du musée par la bande dessinée. Et le titre, d'ailleurs, je ne sais pas si... Le titre de cette... Alors, un instant. Voilà, donc le titre de ce colloque m'avait particulièrement inspirée et c'était pas prévu pour rester vraiment mon titre comme ça de manière permanente, mais je me suis permise de reprendre cette expression « faire trembler les fondations » qui avait été donc donnée pour ce colloque, parce que il y a cette dynamique de changement, il y a cette dynamique d'évolution, mais qui sous-entend aussi, et je pense que c'est fondamental, et vous le verrez dans ma présentation, qu'il y a une forme d'affirmation et d'assurance de la part de cette bande dessinée, en tant que pratique, mais en tant qu'objet culturel aussi, et d'ailleurs qu'on va être plusieurs à définir au cours de ces prochains jours, cette capacité à ébranler ou à chambouler ce qui d'ordinaire est à considérer comme stable, immuable, parfaitement fiable, un peu à l'image de ses fondations et à l'image à laquelle se prête assez bien l'institution muséale en son ensemble. Alors, ma présentation aujourd'hui tentera de partager avec vous l'idée que la bande dessinée a cette capacité de mettre en question le musée. Le musée, en bande dessinée, nous allons le voir, va être représenté, certes, mais il va aussi être analysé, il va être critiqué, il va parfois être moqué, de différentes façons, ça va être parfois subtil, ça va parfois être de manière très frontale, par les auteurs de bande dessinée, par leurs publications. Et c'est ce que je voudrais donc essayer d'aborder en 20 minutes, ça va être court, avec vous, à travers quelques exemples qui sont évidemment très loin d'être exhaustifs, mais qui témoignent, je pense, de la richesse des réflexions et du débat que l'on peut avoir à propos de ce sujet. Donc je vais commencer par aborder cette question par la représentation du musée au sein de la bande dessinée, mais c'est vraiment au niveau de la planche, au niveau de l'album, à travers 3 exemples. Une exposition qui porte exclusivement sur ce sujet-là, et qui a été faite en 2008 au musée Granet en France et qui s'appelle « La BD s'attaque au musée », mais aussi avec une collection, plus qu'une série, une collection de bandes dessinées coéditées par le Louvre et les éditions Futuropolis, bien sûr sur ce grand symbole de la muséologie qu'est le Louvre, et une proposition originale de 2 BDistes allemands, Sacha Homer et Jan Frédéric Bandel, avec une bande dessinée sobrement intitulée « Au musée ». Ça va être la grande majeure partie de ma présentation, mais je vais quand même prendre 3-4 minutes pour vous emmener en dehors des planches, en dehors de l'album de bande dessinée, pour vous proposer justement d'aller voir comment la bande dessinée va continuer à interpréter le musée sur le terrain des muséologues, à travers les expositions. Comment est-ce que la bande dessinée va interpréter les objets qui sont exposés, l'expérience de visite en tant que telle, et de manière même assez particulière, cette relation qui existe entre le public et l'institution à travers cette relation de médiation, justement, toute particulière. 3-4 minutes là-dessus, 3-4 minutes en guise de conclusion sur l'influence que peut avoir la bande dessinée au niveau théorique, au niveau même philosophique par rapport à la muséologie, parce que, donc, comme je l'ai dit, je suis chercheuse en muséologie, doctorante encore, et la bande dessinée vient chatouiller un peu les principes, les normes, les conventions que l'on peut avoir dans ce domaine. Donc commençons, si vous le voulez bien, par cette analyse de la représentation du musée en bande dessinée, avec l'exposition de la bande dessinée s'attaque au musée, qui a donc été réalisée au musée Granet en France au printemps 2008, et qui est l'une des très rares expositions qui va analyser vraiment l'interprétation de la bande dessinée, je vais commencer à tout mélanger, l'interprétation du musée par la bande dessinée. Et cette exposition est en fait un prétexte tout trouvé pour cette institution, le musée Granet, au moment de sa réouverture après plusieurs années de travaux, de faire une véritable introspection, une sorte d'auto-analyse, une sorte de retour sur elle-même à travers le regard que lui offrent les auteurs et leurs publications. L'idée défendue notamment dans l'essai introductif au catalogue, que je vous invite évidemment à consulter, est que la bande dessinée va profiter, va jouir en quelque sorte d'une forme d'indépendance, d'insoumission peut-être par rapport à l'institution muséale, et cette forme d'autonomie va surtout lui permettre un regard critique, une distance critique vis-à-vis d'elle.
Et cette distance critique va mettre en évidence principalement les paradoxes. Il sera souvent question de paradoxes à travers ma présentation, je ne vais pas chaque fois le revenir dessus, mais ici, pour commencer, je vais suivre le parcours de cette exposition en relevant 3 principaux paradoxes que la bande dessinée propose sur le musée. D'abord, il y a... Oui, je ne me trompe pas, il y a le paradoxe du cadre, c'est un peu comme ça que je l'ai appelé, c'est pas comme ça que c'est présenté dans l'exposition, mais on s'entend, puisqu'en fait le musée est représenté comme un lieu qui est à la fois parmi les lieux repères d'une ville, souvent pensé pour être intégré dans son contexte urbain, et pourtant c'est aussi un lieu qui est clos sur lui-même. Ce qui n'est pas forcément hermétique, quoique parfois avec les horaires on peut se poser quand même la question, mais qui est de manière générale en porte-à-faux par rapport à l'urbain. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement cette image, cet extrait proposé par Chavouet sur l'île Louvre, qui est donc un album dont vous voyez ici la couverture. Et cette institution, au milieu du monde et pourtant toujours un petit peu en décalage, est littéralement représentée au sein des bandes dessinées par la figure du gardien et par son comportement. Très stéréotypé d'ailleurs, qui va m'amener à considérer un deuxième paradoxe, qui est le paradoxe de l'interjection silence, point d'exclamation, et qui, au milieu de ces visiteurs et de ces œuvres qui prennent vie sous la plume et sous les cases, sous les planches des auteurs de bande dessinée prennent vie, et qui sont un petit peu comme ces acteurs sur la scène, il y a en fait dans cette façon de représenter le public, cette vie au sein du musée, une sorte de regard que l'on peine parfois à voir en muséologie en tant que telle. Cette diversité, y compris le visiteur inhabituel, le non-public ou les défauts de l'institution de manière générale sont présentés de manière frontale et c'est rafraîchissant, c'est important pour le muséologue d'avoir cette conscience-là, ce regard sur lui-même. Enfin, je dirais, en troisième paradoxe, petit à petit, on y arrive, c'est la question aussi des attitudes. Je parlais d'énergie, je parlais de vie. Il y a d'autres énergies qui peuvent naître au musée et, contrairement aux objets des collections, peuvent également en sortir. Je parle notamment de l'étonnement, de l'émerveillement, du questionnement et de la manière plus générale qui fait que tout a trait à l'idéation, à l'imagination, et dont la bande dessinée en fait, parvient à donner une représentation de nouveau concrète, factuelle, là, et c'est l'expérience de lecture, bien sûr. Et c'est là-dessus, en fait, que j'aimerais rebondir pour la suite de ma présentation, puisqu'il y a ce dernier paradoxe, qui va vous paraître un peu abstrait au début, mais qui est effleuré par cette exposition au musée Granet, mais qui va peut-être pas aussi loin qu'il est possible d'aller sur le sujet, et qui consiste à présenter le musée à la fois comme un lieu de légitimation et un lieu d'objectivation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un lieu où doivent pouvoir s'exprimer les passions, les valeurs, l'idée d'exemplarité, l'idée d'idéal, mais un point de vue qui nourrit finalement une subjectivité assez forte, dont on se rend compte aujourd'hui avec l'évolution des mentalités, avec l'évolution des sciences humaines. Mais c'est aussi un lieu où se constitue un esprit d'observation, d'analyse, de remise en question, de construction et de déconstruction. C'est important, cette forme de symbiose. Dans cet esprit un peu plus de laboratoire qui cherche à objectiver le réel. On définit souvent la muséalisation comme un processus d'objectivation du réel, qui permet d'interroger froidement, ou en tout cas avec lucidité, j'espère, la réalité, quelle qu'elle soit sociale, culturelle, politique, économique, peu importe. Donc en fait, c'est un peu pour ça que j'ai choisi les 2 autres exemples de cette première partie, puisqu'ils vont chacun illustrer une des 2 directions. Sans surprise peut-être, la série dédiée au Louvre va être dans cette affirmation du musée objectif, peut-être ce musée romantique. Tout est porté sur la question de la légitimité. Alors que la bande dessinée de Sacha Homer et Jan Frédéric Bandel sera plus dans cette image de musée objectif, musée analyste ou peut-être le musée lieu d'expérience. Donc la collection, coéditée par le Louvre et les éditions Futuropolis, dont fait partie d'ailleurs cette bande dessinée ici, est un ensemble intéressant parce qu'il rassemble, par un geste éditorial, c'est plus une collection qu'une série en tant que telle, une vision kaléidoscopique du musée du Louvre, à travers la proposition de plusieurs dizaines d'auteurs, je crois qu'ils sont entre 20 et 30, parce qu'il y a des albums collectifs, et j'avoue, je n'ai pas un nombre très très précis en tête, mais il y a notamment Jiro Taniguchi, ou Marc-Antoine Mathieu, ou encore Nicolas de Crécy, qui font partie de ce lot, et d'autres
qui vont être illustrés ici dans ma présentation visuelle. Et j'insiste sur l'idée qu'ils ont été libres en fait, de témoigner de leur perception de l'institution, notamment parce que Maïté, là-bas, qui travaille au Louvre, a eu l'occasion de présenter cette collection au colloque d'Angoulême la semaine dernière sur le patrimoine et la bande dessinée, donc ça tombait bien. Et cette diversité permet néanmoins de mettre en évidence plusieurs points communs que j'ai essayé de rassembler pour vous ici aujourd'hui avec les quelques minutes que j'ai pour en parler. Et de nouveau, j'essaye de passer, voilà. Le premier point commun, c'est la question de la hiérarchie et du pouvoir. Le musée, dans cette collection, apparaît fréquemment comme une institution, donc je l'ai dit, de légitimation, mais qui garantit une conformité aux normes culturelles. Des normes qui sont, on s'entendra aujourd'hui, qui sont des constructions culturelles et sociales, des conventions qui sont situées dans un certain contexte, qui n'a évidemment rien d'universel, mais qui, dans un musée comme le Louvre, peut être présenté comme tel. Et ce qui contribue à donner au musée une forme d'autorité culturelle, mais peut-être pas seulement culturelle. Par l'omniprésence de ce qu'on pourrait appeler l'obsession, voire de la notion de dévotion, le musée est aussi clairement représenté comme une institution qui peut nourrir la passion, je l'ai dit, mais un élan créateur qui peut parfois être destructeur, dévorant, en opposition aux contraintes de la vie plus factuelles, plus pragmatiques, que ce soit simplement une question de survie, comme dans cette bande dessinée, ou de vie en société. Et ça va même encore un peu plus loin, c'est toujours un petit peu plus crescendo. Cette forme de décrochage envers la réalité triviale trouve son point d'équilibre avec la notion d'idéal, voire d'onirisme. Et ces deux notions-là apparaissent souvent comme le point culminant du récit, qui rappelle finalement que le musée, pour ses auteurs en tout cas, pour cette collection, est une institution de contemplation, avec cette consécration du point de vue subjectif. Alors bien sûr, je l'ai dit et je le répète, il ne s'agit pas de n'importe quel musée, il s'agit du Louvre, et ces caractéristiques que je viens d'énoncer participent pleinement à son identité. Bien sûr, le musée en lui-même en joue. Et le contre-exemple que je vais à présent mobiliser permet de sortir un petit peu de ce carcan symbolique, tout en conservant quand même avec un point commun avec le Louvre. C'est l'idée d'un musée encyclopédique, hein, j'y reviendrai, mais un musée sans fin. Et donc je veux parler ici du musée fictif, c'est important, proposé par Sacha Homer et Jan-Frédéric Bendel, qui est en réalité une édition qui rassemble les publications quotidiennes des deux auteurs, diffusées dans un quotidien allemand, le Frankfurter Rundschau, entre 2007 et 2009. Mais l'objet éditorial est intéressant parce qu'il donne à voir une expérience de lecture propre au musée, justement. Et dans cette bande dessinée, le musée est une sorte de vortex, une utopie peut-être, une uchronie en tout cas, piégeuse et pourtant sans limite en même temps, qui rend plus fou que savant et qui laisse en même temps suggérer que c'est un petit peu la même chose. D'abord, l'idée même que son esthétique signalétique, je vais y arriver, laisse à penser en fait au premier abord que tout est décodable, compréhensible, parfaitement délimité. Et pourtant, avec cette expérience de lecture, on s'en va dans un voyage qui, dans sa totalité, apparaît indigeste, abstrait, philosophiquement abstrait, parfois illisible. Et en fait, je suis convaincue que ces caractéristiques participent, sont en adéquation en fait avec l'expérience que l'on peut aussi avoir au musée. Et ce paradoxe est tout particulier parce que, de nouveau, hein, pour faire court, c'est une fausse allure de simplicité que nous propose cette bande dessinée quand elle réduit l'équation du musée à une forme d'équation mathématique où tout serait en rapport soit avec les autres, soit avec l'espace, soit avec le temps. Donc cette question de temps, on a notamment cette idée... Non, c'était bien cette diapo-là. La question posée au temps, c'est à la fois l'évolution et la temporalité en condensé, et qui est donc la preuve que les choses évoluent et se transforment, mais c'est aussi un temps arrêté, rendu immuable par vanité ou un petit peu par ennui. C'est une bande dessinée assez cynique, et qui rappelle certaines théories actuelles, notamment je pense à Henri-Pierre Jeudi, sur la vacuité du musée. Le musée étant aussi, dans cette bande dessinée, une question d'espace, c'est un monde à la fois ouvert sur le réel au point de vouloir tout englober, tout accumuler, et en même temps fermé un petit peu sur ce qu'il sait ou sur ce qu'il croit savoir,
et qu'il transmet, parce que c'est sa mission, mais sans forcément le remettre toujours en question. Donc c'est à la fois un piège, mais le pendant de ça, et je le trouve particulièrement subtil dans cette bande dessinée, c'est que c'est aussi un lieu de sortie de crise, si on parvient à maîtriser l'outil qu'il est. C'est pour ça qu'il y a ce rapport un petit peu au laboratoire avec cette notion scientifique qui est parfaitement retransmise dans cette bande dessinée-ci. Enfin, il y a cette question portée sur les autres, et c'est encore plus ouvert, où tout part un petit peu de cette distinction parfois très subtile, voire inexistante, qu'il y a entre le dialogue et le conflit. On découvre un jeu soi-même à travers cette bande dessinée, mais aussi les autres jeux. Et c'est ce que nous conduit aussi, j'espère, à penser le musée. Beaucoup d'auteurs parlent du musée comme un outil d'hominisation, c'est-à-dire que c'est à travers le dialogue que l'humain se construit et prend acte de sa sociabilité. Donc malgré son cynisme et sa critique, cette bande dessinée parvient à transmettre cette idée-là. Et c'est avec toutes ces idées que je vous propose maintenant de prendre 3-4 minutes et de voir comment cela s'applique aussi en dehors de l'album, en dehors de la planche, au sein, donc sur le terrain du musée, pour pousser la réflexion sur ce que fait la bande dessinée pour l'interprétation au sein du musée. Alors 3 situations de nouveau qui ne sont pas du tout exhaustives, mais qui font un petit peu le tour des possibilités. La première ici commence à être un petit peu connue, un petit peu conventionnelle comme relation entre la bande dessinée et le musée, c'est que lorsqu'il y a des auteurs de bande dessinée qui sont invités à interpréter des objets de la collection. Plusieurs exemples sont possibles, j'apprécie tout particulièrement l'exposition Toy Comics au Musée des Arts Décoratifs de Paris, ou encore celle proposée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal pour les 15 ans des éditions La Pastèque. Alors c'est une question fondamentale de regard bédéique qui est mise en évidence. Comment donner vie à un objet au travers du regard d'un auteur qui va, parce que c'est son métier, parce que c'est son savoir-faire, emmener avec lui l'intérêt ou l'attention d'un lecteur et qui se retrouvera à son tour amené à se repositionner par rapport à l'histoire qu'on lui propose, à intégrer et interpréter ces objets qui lui appartiennent, qui appartiennent à son histoire culturelle, par le biais du musée, mais par le biais de cette bande dessinée, par le biais du regard de l'auteur. Et c'est une manière de déconstruire peut-être la rupture qu'il peut y avoir entre cette histoire culturelle qui est censée nous appartenir, mais aussi la réalité de ces lecteurs, de ces regardeurs, de ces visiteurs. Cet engagement, il peut même sortir de la planche encore, je vous emmène plus loin encore, pour englober peut-être toute l'exposition et parvenir à structurer l'expérience de visite en récit, ce qui désacralise peut-être encore un peu plus le sentiment de solitude ou l'absence de mode d'emploi, le rapport parfois très austère que l'on peut avoir dans les salles d'exposition. Et notamment, j'apprécie particulièrement cet exemple-ci, l'exposition sur la guerre aérienne présentée au Musée canadien de la guerre à Ottawa en 2016, si je ne me trompe pas. Ou alors peut-être de manière un petit peu plus conceptuelle, mais je pense que cela s'aperçoit aussi au niveau architectural, justement, au musée Hergé à Louvain-la-Neuve en Belgique. Il y a en fait une structuration du discours expositionnel qui accompagne le visiteur tout en accentuant sa posture active, sa posture critique, parce qu'en fait, il va devoir participer, il va devoir lire dans l'espace et donc s'intégrer au projet et se l'approprier. Ce qui m'amène à mon dernier point de cette partie, et j'espère que je ne suis pas trop longue, mais ce qui m'amène de nouveau encore à sortir de l'album un peu plus, lorsque la bande dessinée intervient au niveau donc de la médiation, comme je l'ai dit, ce type particulier de relation qui existe entre le musée et son public, qui est nécessaire pour créer du lien entre le public et l'institution, donc. Et la bande dessinée apparaît comme un dispositif qui peut s'adapter constamment aux thématiques et aux besoins de ses publics. Elle encourage en fait une compréhension et une appropriation qui passent par cette notion de création. Je pense que c'est un mot-clé dans cette histoire-là. Cela peut être sous la forme de guide ou de catalogue d'exposition, où c'est l'expérience de visite qui est interprétée par des auteurs de bande dessinée, comme dans cet exemple ici réalisé par Aubion à Lyon, ou encore le suivant par Zepp dans le Musée des Beaux-Arts de Lille. Mais c'est également sous la forme du cahier pédagogique, une forme malheureusement peu valorisée, que ce soit en études de muséologique ou quand il s'agit de parler de la légitimation de la bande dessinée dans les institutions. Mais le cahier pédagogique qui encourage la réalisation d'une bande dessinée à partir de son expérience au musée. Et ce dispositif, alors de mon point de vue, je pense, est plus fréquent dans les musées d'histoire, comme ici au Musée Holocauste Montréal, ou via la proposition du musée Boréalis et de la ville de Trois-Rivières. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié un S, à Trois-Rivières.
où justement cela permet d'instaurer, à travers un exercice de réalisation de bande dessinée à partir de son expérience au musée, d'instaurer une stratégie de production de savoir qui renoue avec une nature scientifique et pédagogique de l'institution muséale et qui est finalement moins mise en avant qu'il y a quelques générations. Ainsi, je dirais pour conclure que la bande dessinée interroge certaines notions très théoriques, parfois très philosophiques, par sa seule présence au sein des institutions muséales. Et c'est ce qui nourrit ma recherche, notamment donc au doctorat, en thèse, ici à l'UQAM. La bande dessinée, je pense, de premier plan, va interroger le temps, la temporalité d'une visite ou d'une expérience muséale par le simple fait d'être lue. Donc par cette action de la lecture qui peut apparaître assez naïf ou assez anecdotique, mais qui, je pense, est centrale. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ici aussi d'utiliser ces exemples de dispositifs de lecture au sein des expositions qui sont parfois la clé même des expositions, que ce soit des tables de lecture ou des bibliothèques, tout simplement. Par ce biais-là, par le biais de la lecture, la bande dessinée interroge également la distance, la défonctionnalisation de l'objet de collection, qui est centrale en muséologie, et qui peut conduire à collectionner plusieurs exemplaires du même album, donc cette question de l'album commercial qui rentre en jeu, pour permettre une accessibilité pleine et entière à l'expérience BDique. Et c'est ce qui conduit, dans une troisième petite étape, à interroger les valeurs fondamentales que sont l'authenticité, l'unicité, l'historicité d'un objet de collection. Et dernier point, un petit peu le pendant encore de ça, et c'est ce sur quoi j'ai un petit peu plus travaillé durant cette année de pandémie, ça concerne la faculté de la bande dessinée d'interroger le rôle de l'institution au sein de sa société, notamment par la narrativité et l'empathie, peut-être, provoquée par la mise en récit. Alors la lecture empathique, l'usage des personnages pour engendrer un effet qui ne soit pas celui uniquement de la connaissance factuelle ou de la délectation éphémère, mais plutôt celui d'un processus, d'un accompagnement vers la rencontre et la prise en compte de l'autre, vers cette idée d'engagement et d'agentivité du visiteur de musée. Donc j'ai beaucoup parlé de ce visiteur actif. Et donc cette façon de responsabiliser le visiteur de musée répond à certains enjeux extrêmement contemporains, qui concernent les patrimoines sensibles ou les institutions dédiées aux droits de l'homme, ou encore la question des grandes catastrophes de l'humanité auxquelles le musée doit faire face. J'ai eu l'occasion de participer au séminaire de Jennifer Carter sur la relation entre le musée et les grandes crises que traverse l'humanité, les crises sanitaires bien sûr, mais aussi écologiques et humanitaires, et ce rôle du musée de parvenir à faire du lien et de faire du sens dans ces moments-là. Et donc, de manière plus générale encore, peut-être la bande dessinée et cette faculté d'être un outil de médiation empathique permet, dans toute situation, d'intégrer des notions de diversité et de richesse par la différence, justement. Et c'est pour ça que j'ai voulu terminer ma dernière image par ces 3 expositions. De manière générale, Empathy Museum, qui est une proposition qui n'a rien à voir avec la bande dessinée, mais qui témoigne en fait d'une ouverture du musée à ces questions-là, et 2 autres expositions qui, là, prennent en compte la création BDique, notamment Réconciliation à l'Institut Goethe, qui est une exposition en ligne et qui rassemble les propositions de 20 artistes sur la notion de réconciliation à travers 20 bandes dessinées et qui provoque cette expérience de diversité, mais aussi l'exposition Fugitif au Musée des Beaux-Arts de Québec, où il y a ce rapport à la bande dessinée qui nous permet de faire face à des personnages qui n'existent plus, et il y a cette relation d'empathie et de dominisation justement qui se crée. Donc voilà, je m'arrête ici. Je pense que vous l'aurez perçu dans ma présentation. En tant que muséologue, je m'interroge beaucoup sur les effets de la bande dessinée sur le musée. Alors bien sûr, j'ai commencé et je continue encore à travailler sur l'impact de l'institutionnalisation de la bande dessinée, donc l'impact du musée sur la bande dessinée. Mais je pense qu'il est primordial de saisir l'occasion, et grâce à vous, je la saisis aujourd'hui et je fais travailler mon texte là-dessus, saisir cette opportunité que nous offre la bande dessinée pour faire évoluer le musée avec ce qu'elle nous offre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de changer elle-même pour être déjà très efficace au sein des institutions. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et voilà, j'espère.